Attention, pour des raisons artistiques, cette vidéo sera entièrement en fond vert. Merci de votre compréhension. Dans la grande famille des Georges de cinéma, il y a Georges Clooney. What else? Il y a Georges Méliès. Il y a Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde. Georges est un fasciste de merde! Il y a Georges de la Jungle. Georges de la Jungle. Et il y a évidemment George Lucas. George Lucas, 5 milliards sur son compte en banque. George Lucas, papa de Star Wars et Indiana Jones. George Lucas, l'homme sans qui Pixar n'existerait pas. Harrison Ford non plus d'ailleurs. George Lucas, le futur ex-gendre du French rocker Dick Rivers. Si. Bref, George Lucas. Un monsieur très discret, toujours en jean, basket et chemise à carreaux que l'on pourrait croiser dans la rue sans faire attention. But it's a molten salt process. They're dissolving this thing in a molten salt and they're doing Derrière vous, monsieur, c'est George. C'est pas grave. George Lucas qui a récemment reçu une palme d'or d'honneur au 77e Festival de Cannes où il avait déjà accompagné Star Wars épisode 3 en 2005 ou Indiana Jones 4, ce film n'existe pas, en 2008. Tu me fais honte. Bref, parlons de l'ami George, son œuvre et sa vie qui a failli s'arrêter plutôt que prévu. Il a failli mourir dans un accident de voiture. Rassurez-vous, dans cette vidéo, on ne va pas faire du Wikipédia en images, mais quand même il faut rappeler d'où vient George Lucas. Attention, voix d'archive. Stop, on arrête, c'est chiant le truc d'archive, là, on arrête, on repasse en couleur, voilà, c'est mieux, et on reprend. George Lucas est donc un rebelle, mais attention, le vrai rebelle de l'époque, le blouson noir, comme James Dean dans La Fureur de vivre. Évidemment, George est fan de bagnole, et il traîne avec un gang du coin, et se rêve pilote de course à faire des phoques à la société consumériste de merde. Mais je m'emporte, pardon. À 16 ans, alors qu'il a sa première voiture, une Auto Bianchi Bianchina, George la trafique pour pouvoir rouler toujours plus vite, tel un Vin Diesel des 60s. Il tourne dans les rues de Modesto à toute vitesse, le bougre. Quelle jeunesse dépravée. Et puis le 12 juin 1962, tout bascule. À seulement 3 jours de ses examens de fin d'année, George roule sur une route de campagne. Il roule vite, trop vite. Et ce qui devait arriver arriva, un accident. Sa petite voiture fait plusieurs tonneaux avant de s'encastrer dans un arbre. Heureusement pour lui, sa ceinture de sécurité cède avant ça et il est éjecté du véhicule avant qu'il ne percute l'arbre. Résultat de la course, il s'en sort avec l'omoplate gauche cassée, des contusions pulmonaires et quelques autres blessures. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Bloqué à l'hôpital, George passe son été à réfléchir à sa vie. Désormais, c'est terminé ces histoires de vouloir devenir pilote de course. Il veut consacrer sa vie à une autre de ses passions, le cinéma. Et oui, car avant même de se passionner pour les bolides, George a passé son enfance devant la télévision, fasciné entre autres par les serials et notamment les aventures de Flash Gordon, un feuilleton qui se passe dans l'espace et qui va avoir une petite, mais alors toute petite influence sur la suite, on en reparlera. Des séries au cinéma, il n'y a qu'un pas, et George s'intéresse vite au 7e art en allant voir des films d'un nouveau genre qui commence à faire parler de lui, The French New Wave, la nouvelle vague. En français, la nouvelle vague. Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire George tombe en amour, même s'il n'est pas québécois, il est fasciné par cette autre manière de faire des films et de raconter des histoires par rapport à ce qu'offrait jusqu'ici le vieil Hollywood. Il se lance alors dans des études d'art dans le Modesto Junior College. Il en sort diplômé 2 ans plus tard et décide de poursuivre en s'orientant vers les beaux-arts, un choix critiqué par son paternel pour qui un artiste ne gagnera jamais sa vie. Ne pas dire, il avait un certain flair, Papa Lucas. Ou pas. Au final, George réussit à le convaincre. George parvient même à le filouter. Son père accepte de lui payer ses études à l'USC School of Cinema, l'une des écoles de cinoche les plus réputées du pays, avec tout de même une condition, réussir. Si ça se passe mal, retour à Modesto et un boulot à vie dans l'entreprise de papeterie familiale. Un peu comme si Luke Skywalker était resté faire le fermier sur Tatooine. Mais j'ai besoin de toi pour la moisson. Reste une seule saison de plus. Et les voitures dans tout ça? Eh bien, George n'aura plus d'accident, mais il n'a pas renoncé à son amour des belles carrosseries et des blousons noirs, et il rendra hommage par la suite à toute sa jeunesse de rebelle fan de bagnole à Modesto, avec son film American Graffiti en 1973, dans lequel les personnages vivent à Modesto et sont fans de bagnole. Si vous ne l'avez jamais vu, n'hésitez pas, c'est très autobiographique, l'ambiance est géniale, et le casting révèle des jeunes Richard Dreyfuss, Ron Howard et surtout Harrison Ford. Alors, ma belle, qu'est-ce que t'en dis?
Ses potes s'appellent Spielberg, Coppola, De Palma, Scorsese et Dick Rivers. Avant American Graffiti, c'est un tout nouvel univers qui s'ouvre au jeune George qui arrive alors à l'USC School of Cinema. Parmi ses professeurs se trouve un certain Irving Kershner. Le nom ne vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est un réalisateur dont George restera proche au point de lui confier l'Empire contre-attaque quelques années plus tard. Oui, le meilleur Star Wars n'a pas été réalisé par George Lucas. C'est fou ça. Mais retour à la fac. Après l'école, George enchaîne les petits boulots dans les studios sans être franchement fasciné par le modèle hollywoodien de l'époque. Il est même dépité de voir autant d'argent aussi mal investi dans des films qui ne pourront pas marcher. Un jour, il est missionné pour se rendre sur le tournage de La Vallée du Bonheur. Nous sommes en 67-68 et c'est là qu'il va rencontrer un certain Francis Ford Coppola, le réalisateur du film. Les deux accrochent immédiatement. Et par la suite, George va travailler avec lui en tant qu'assistant sur plusieurs projets. Et Francis, c'est le bon pote. C'est celui qui baptisera le personnage joué par Harrison Ford dans Apocalypse Now, le colonel Lucas, en hommage à son ami, par exemple. Et surtout, c'est celui qui veut tirer les autres vers le haut. Coppola est ainsi fan du court-métrage THX qu'a réalisé George quand il était étudiant. Du coup, il le pousse à développer la version longue de cette histoire de science-fiction dystopique à la George Orwell, qui révélera Lucas sur la scène internationale en 1971. Avant ça, le court-métrage, intitulé THX 1138 4EB Electronic Labyrinthe, poil long, George, il avait cartonné dans son école de cinéma, mais même au-delà. Il est diffusé dans un festival en 67 et après la projection, un jeune homme s'approche de George et vient se présenter pour le féliciter. Et ce jeune homme, c'est Steven Spielberg. Là encore, les deux gars vont devenir des amis très proches. C'est d'ailleurs Spielberg qui présentera le compositeur John Williams à Lucas. Ensemble, ils vont collaborer sur la création d'une saga incontournable, Indiana Jones. On est à la suite de la sortie du premier Star Wars pour Lucas et des Dents de la Mer pour Spielberg. Les deux amis décident de s'offrir une pause bien méritée et ils partent en vacances direction Hawaï. Et c'est sur la plage qu'ils vont donner naissance à Indy, en référence au film d'aventure qu'ils regardaient quand ils étaient plus jeunes. Par la suite, les deux amis ne vont cesser de se faire des clins d'œil au fil de leur carrière. Dans Rencontre du troisième type, par exemple, Spielberg cache un R2D2 sous le vaisseau spatial de son film. Il réitère dans E.T. en cachant des figurines et des vaisseaux Star Wars dans la chambre d'Elliott. E.T. croise un Yoda pendant la fête d'Halloween, ben oui. Et même la mère porte un pins représentant le blaster d'Han Solo. En retour, George intégrera une nacelle de tout petits E.T. dans la séquence du Sénat galactique de la menace fantôme. Et dans Hook, vous vous souvenez du couple qui s'embrasse sur le pont de Westminster ? Eh bien, c'est George Lucas et Carrie Fisher, l'interprète de la princesse Leia. Lucas et Spielberg vont aussi faire un pari qui est entré dans la légende d'Hollywood. À la fin des années 70, peu confiant dans son Star Wars et impressionné par l'ambition de Rencontre du troisième type, George propose à Steven d'échanger des parts au box-office. 2,5% des bénéfices de Star Wars contre 2,5% de ceux de Rencontre du troisième type. Spielberg accepte car il sent que Star Wars sera un phénomène. Pari gagnant pour lui et des revenus qui continuent à lui parvenir encore aujourd'hui. Depuis 1977, il aurait ainsi empoché entre 40 et 70 millions de dollars depuis la sortie du long métrage. Pari gagnant. Parmi ses autres amis célèbres, George peut aussi compter sur Brian De Palma, à qui l'on doit Scarface, Les Incorruptibles ou encore Carrie. Les deux réalisateurs sont toujours là pour se donner des conseils sur leurs propres films, même si Brian n'a pas toujours la vista. Par exemple, il ne croyait pas du tout au début au nom La Force dans Star Wars. Et il trouvait le film ridicule quand il l'a vu pour la première fois avant sa sortie. Force est de constater que là-dessus, il s'est planté. Force, vous l'avez ? C'est pas grave. Vous êtes dégradé. En revanche, à la suite de cette même projection, c'est lui qui a poussé Lucas à intégrer le générique déroulant en début de film. Et là-dessus, Brian, il avait bon. La liste continue dans le cercle des proches de George Lucas avec un dernier grand nom du cinéma qui a percé à la même époque, Martin Scorsese. En 2007, c'est d'ailleurs George Lucas, Steven Spielberg et Francis Ford Coppola qui viennent remettre l'Oscar de la meilleure réalisation à Marty pour Les Infiltrés. Scorsese est d'ailleurs ému de recevoir ce prix de la part de ses vieux amis. Il en profite même pour glisser une petite blague demandant à vérifier le résultat, comme si ses potes avaient triché pour le faire gagner. Could you double check the envelope? En mai 1994, pour fêter ses 50 ans, George Lucas avait invité toute sa bande, réunissant sur un même cliché les plus grands noms d'Hollywood, ce qui donne cette photo extraordinaire et des envies de remonter le temps pour aller écouter les discussions qu'il pouvait bien avoir autour de cette table. Il manque une dernière personne dans cette liste, et elle est surprenante. Dick Rivers, j'en parlais tout à l'heure. Oui, George Lucas et Dick Rivers ont été très proches. Déjà parce que George Lucas a failli devenir le gendre du rocker français. C'était dans les années 70, période durant laquelle Natala Forneri, la fille adoptive de Dick Rivers, de son vrai nom Hervé Forneri, a vécu une belle histoire d'amour avec George durant 3 ans. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, elle est restée 3 ans sa compagne. Sérieux? Oui. Et donc automatiquement, ça aurait pu être mon futur ex-beau-fils. La relation a malheureusement pris fin, mais pas l'amitié entre George et Dick Hervé.
sans doute beaucoup nourris par leur amour commun du rock, des blousons noirs et des voitures. Et c'est pour cette raison qu'en mai 2005, quand il présentait La Revanche des Sith sur la Croisette, Lucas avait invité son vieil ami Rivers sur les marches et pour un déjeuner privé sur un yacht en baie de Cannes. Et pas belle cette anecdote? Et en plus ça me fait une très bonne transition pour parler de Star Wars évidemment. Il était une fois une galaxie lointaine, très lointaine, Flash Gordon, non, Star Wars. Évidemment, on ne peut pas parler de George sans parler de la galaxie lointaine, très lointaine qui a fait son succès, Star Wars. Et je vous propose un petit florilège d'anecdotes autour de la saga et de sa création. Si vous avez bien suivi, on disait tout à l'heure que le jeune George Lucas avait grandi devant la téloche à regarder le feuilleton Flash Gordon. Flash Gordon, c'est vraiment une vieille ref, au-delà du boomer. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, sachez qu'à l'origine, c'est une bande dessinée créée dans les années 1930 qui retrace les aventures de Flash Gordon, donc, qui doit sauver la Terre de méchants envahisseurs venus de l'espace. Petite parenthèse, je dois désormais dire année 1930, je sais pas si vous avez vu, et pas juste année 30. Et oui, parce que si vous regardez cette vidéo dans 6 ans, année 30, ça marche aussi pour 2030, donc on comprend plus. Donc je précise 1930. Et si vous nous regardez depuis le futur, je vous salue. J'espère que le monde va un peu mieux. Bref, fin de la parenthèse. La BD Flash Gordon a été adaptée à la télévision, notamment en format série en 1954, puis en film en 1980 avec Sam Jones, qui fait un caméo génial dans Ted, mais ce n'est pas le sujet. En 1954, George est fan de la série Flash Gordon, et naturellement en devenant réalisateur, il rêve d'adapter les aventures du personnage au cinéma. L'envie est née après l'échec de THX 1138. Et oui, même poussé par Coppola, un film peut se planter, quitte à devenir culte ensuite. George veut donc tourner la page THX, mais rester dans la science-fiction, et il souhaite faire de Flash Gordon son nouveau film. Un seul problème, et non des moindres, l'argent. Pour adapter Flash Gordon, il faut acheter les droits de Flash Gordon, et le compte en banque de Lucas à l'époque n'est pas celui qu'il a aujourd'hui. Oui bonjour, je vous appelais par rapport à un prêt étudiant. Pourquoi? Pour faire Flash Gordon en film. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose... Allô? Bon, vous l'avez compris, George ne peut pas faire ce film, mais qu'à cela ne tienne, il veut absolument faire un space opéra quitte à créer son propre univers. Et c'est ainsi que Star Wars voit le jour. Il garde quand même une petite chose de la série Flash Gordon, le fameux générique déroulant. Et oui, cet élément désormais indissociable de l'ouverture des films Star Wars et que De Palma lui avait conseillé d'ajouter en ouverture, tire son inspiration de la série Flash Gordon, qui commençait aussi ses épisodes avec un générique déroulant. Autre anecdote autour de la création de Star Wars, qui reboucle là aussi avec les copains de la bande à Lucas, Francis Ford Coppola est la principale inspiration pour l'écriture du personnage de Han Solo. Comme le personnage, Coppola dans la vraie vie est un homme plein d'assurance, prêt à tenir tête au studio et même à leur mentir pour arriver à ses fins. Rien de bien méchant, mais c'est une gentille canaille qui en impose, le Francis. Comme Han Solo en fait. Et qui a un grand cœur. Comme Han Solo en fait. C'est moi. Comme ce jour où à la fin des années 60, il signe un contrat avec la Warner pour financer son nouveau film, Les Gens de la Pluie, et dans ce contrat, il fait glisser une clause à 3 000 $ selon laquelle George Lucas doit écrire le scénario de THX 1138, juste pour aider son ami. Roublard et sympa, comme Han Solo. Alors Star Wars, on sait qu'on le doit à George Lucas, merci Captain Obvious, et à toutes les références qu'il a digérées de Flash Gordon, donc à Akira Kurosawa, en passant par Joseph Campbell et son ouvrage majeur Le Héros aux 1001 visages. Mais on le doit aussi beaucoup à une femme trop souvent restée dans l'ombre, Marcia Lucas. Sur le premier film qui s'avéra être l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, je ne vous apprends rien à la chronologie de la saga, George Lucas travaille donc avec sa femme Marcia qui est monteuse. Elle l'aide notamment sur quelques idées de scénario, on lui doit entre autres la mort d'Obi-Wan Kenobi ou encore le bisou donné par Leia avant la bataille finale. Mais surtout, la dame œuvre dans la salle de montage, elle travaille notamment sur la scène d'attaque de l'Étoile de la Mort, elle remonte tout pour donner un vrai sentiment de tension qui manque alors dans le scénario. Selon elle, si l'audience n'exulte pas de joie à l'arrivée tardive de Han Solo, c'est que la scène ne fonctionne pas. Et force est de constater qu'elle fait du très bon travail. Force, encore une fois. Et c'est justement son montage qui sauve le film qui a alors de mauvais retours lors de la projection test, vous savez, celle avec De Palma et Spielberg. Et depuis ce temps, Marcia est considérée comme la sauveuse du premier Star Wars, et donc de Star Wars tout court. Sinon, quand on pense à Star Wars, on pense à George Lucas, réalisateur. Mais on oublie souvent que George n'était derrière la caméra que pour l'épisode 4. Il a vite abandonné ses rôles, préférant se consacrer sur d'autres tâches comme le scénario, la production et la supervision du montage. L'épisode 5, l'Empire contre-attaque, on le disait tout à l'heure, est ainsi confié à Irving Kershner, son ancien professeur, alors que l'épisode 6, Le Retour du Jedi, est réalisé par Richard Marquand. Ce n'est que sur la prélogie que George récupère la casquette de réalisateur, s'occupant des épisodes 1, 2 et 3. Mais il n'y fait pas que ça. Dans l'épisode 3, sa dernière réalisation à ce jour, il s'est également offert un petit rôle de figuration. Vous l'avez pas vu? Mais si. Pendant la scène de l'opéra, alors qu'Anakin va rejoindre Palpatine, il passe devant tout plein de monde, et le monsieur là tout bleu, qui s'appelle le baron Papanoïda,
Eh bien, c'est George Lucas lui-même. Derrière les blockbusters se cache un artisan du cinéma. On l'aura compris, George Lucas n'est finalement pas très fan de réalisation. Sur l'ensemble de sa carrière, il n'a ainsi signé que 6 longs métrages, dont 4 Star Wars. Petit joueur à côté de son pote Spielberg, qui en est lui à 36 films. Mais de lui-même, George se considère toujours plus comme un artisan du cinéma que comme un artiste. D'ailleurs, ce qu'il a longtemps préféré, c'est le montage. Et sur l'écriture, il préfère souvent laisser la main à des personnes qu'il considère plus qualifiées pour développer sa propre intention de base. Dès lors, George a pu œuvrer sur de nombreux projets devenus cultes depuis, faisant de lui une figure iconique du cinéma, sans en être pourtant le réalisateur. On pense bien sûr à la saga Indiana Jones, développée avec son ami Spielberg alors qu'il était en vacances à Hawaï. Comme quoi ça fait du bien de se reposer un petit peu de temps en temps. Une idée qui leur vient de leur amour commun pour le cinéma d'aventure des années 30 et 40, et un nom donné d'après le chien de ce cher George, un malamute d'Alaska baptisé Indiana. Le chien? Tu t'appelles comme le chien? D'ailleurs, ce toutou a une grande influence dans son travail puisque le design de Chewbacca vient aussi de ce chien. Très poilu donc, visiblement. En dehors d'Indiana Jones, George participe à de nombreux films sans qu'on le sache. En 86, il est le producteur exécutif du film Labyrinthe de Jim Henson. Mais si, ce film fantasy avec une jeune Jennifer Connelly et David Bowie en roi des gobelins affublé d'une coupe de chanteurs glam rock des années 80. Et justement, c'est une des idées de George Lucas et du réalisateur de vouloir un chanteur célèbre pour incarner son rôle. Il pense à Sting, il pense à Michael Jackson qui sera finalement Captain EO dans une attraction écrite par Lucas et réalisée par Coppola, et il pense donc à David Bowie qui accepte finalement. À sa sortie, Labyrinthe n'est pas franchement un succès, mais il a gagné son statut de film culte au fil des années. 2 ans plus tard, George revient à la production d'un autre film devenu culte, Willow. Il en est même le co-scénariste. C'est une idée qu'il souhaite développer depuis le début des années 70, après visiblement avoir beaucoup lu Le Seigneur des Anneaux. Je sais ce que vous avez vu. Cependant, il attend la fin de la trilogie Star Wars pour pouvoir s'y consacrer, en choisissant Ron Howard pour la réalisation. Ron Howard, qui jouait dans American Graffiti, souvenez-vous. Et George, qui aime les univers étendus comme il nous l'a prouvé avec Star Wars, travaille aussi sur la suite. Alors je ne parle pas de la série qui est sortie sur Disney+, pour en disparaître quelques mois plus tard, mais de 3 romans qui s'appellent Chronicles of the Shadow War, super accent, se déroulant 12 ans après les événements du film. L'histoire des romans a été pitchée par George lui-même. Enfin, George a aussi travaillé sur un film Marvel. Alors attention, pas le MCU, on est en 1986, des années avant qu'Iron Man et sa bande ne prennent d'assaut le box-office. Et ce film Marvel, c'est Howard le Canard. Vous avez vu le volatile faire des caméos dans Les Gardiens de la Galaxie ou Avengers Endgame, sachez qu'il a eu son film à lui. Un film improbable pour le coup, et un échec que Lucas prédit avant même la sortie du film, manifestant son désaccord avec certains choix artistiques, et notamment le fait de ne pas utiliser d'effets numériques pour créer le volatile, amateur de cigares et de jolies femmes. Malgré son statut de producteur sur le long métrage, George n'a pas eu le final cut sur tous les aspects de la production, et aujourd'hui encore, il exprime des regrets par rapport à ce projet qu'il avait pourtant lui-même choisi, mais sans pouvoir l'emmener là où il voulait. Un échec donc, mais pas de quoi entacher la carrière de George Lucas, qui se distingue également en tant que chef d'entreprise avisé. Sans George Lucas, pas de Pixar. On le disait au début de cette vidéo, George fait partie du club des milliardaires. C'est même la célébrité la plus riche du monde en 2024, avec une fortune de 5,5 milliards de dollars. Oui, bonjour, je vous rappelais par rapport à un prêt étudiant. En fait, j'en ai plus besoin et je change de banque. Voilà, au revoir. Oui, rebonjour, en fait, je rachète la banque. Ouais, c'est plus simple, voilà. On se dit à demain, 8h? Ouais, bisous. Cet argent, George le doit bien sûr au succès de ses projets, il le doit aussi à son éducation et ses décisions. Son père lui a toujours inculqué l'importance de faire attention à son argent et de toujours rembourser ses dettes. Des idées bien ancrées chez George qui depuis ses débuts fait donc attention à son budget et à sa fortune, qu'il a bâti essentiellement grâce à une clause de contrat qu'il a lui-même demandé de signer avec la Fox pour le premier Star Wars. À l'époque, aucun studio ne souhaite le suivre sur ce projet considéré comme trop ambitieux. Il accepte donc de céder sa part sur les recettes du long métrage au box-office, mais à une seule condition, avoir les droits exclusifs sur les produits dérivés. Ouais. Le studio accepte sans rechigner. À l'époque, vendre des jouets tirés d'un film, c'est pas vraiment un marché porteur. Là-dessus, George, il a eu le nez creux car comme on le sait, Star Wars a non seulement cartonné au cinéma, mais aussi dans les magasins avec des jouets, des figurines, des déguisements, des jeux vidéo, etc. Avec cette simple clause, il réussit à gagner des centaines de millions de dollars, le George. Et avec toute cette fortune, il devient un véritable entrepreneur dans le monde du cinéma. Il avait déjà cofondé la boîte de production américaine Zoetrope quelques années avant la sortie de Star Wars avec son ami Coppola, mais cette fois-ci, il peut se lancer en solo. Il crée donc Lucasfilm pour les activités de production cinéma. Entreprise qui va donc produire les Star Wars suivants, mais aussi la saga Indiana Jones et bien d'autres encore. L'entreprise est rachetée par Disney pour un montant de 4 milliards de dollars en 2012, un choix que George semble regretter depuis en interview. These are my kids.
So All those Star Wars films. all the Star Wars films. They were your kids. Yeah, well, they are right. You know, I loved them. I created them. I'm very intimately involved in them, and obviously to And sell you them off. sold them. I sold them to the white slavers that take these things and. Mais ce n'est pas la seule société de Lucas. Vous vous souvenez de ça? THX, c'est la société qui a développé une certification de qualité de son. Et c'est aussi le nom d'un druide gaulois chez Alain Chabat, mais la question n'est pas là. Sans rentrer dans les détails, c'est comme un label qualité apposé sur les films, confirmant que le son, c'est de la bonne. Et le nom, vous l'avez compris si vous écoutez attentivement depuis le début de cette vidéo, c'est en référence au premier film de George Lucas, THX 1138. En plus de la production de films et de la technologie du son, George s'intéresse aussi au monde du jeu vidéo qui est alors en pleine expansion. En 82, il lance LucasArts Entertainment Company, qui a pour but de développer des jeux. On leur doit évidemment des jeux Star Wars et Indiana Jones, mais pas que. C'est eux aussi qui ont créé les jeux d'aventure Monkey Island qu'on a poncés. Mais s'il y a une chose pour laquelle George est connu, c'est son amour pour les effets spéciaux. Il crée en 75 Industrial Light and Magic, ou ILM pour les intimes, une entreprise d'effets spéciaux qui travaille sur les plus grands films, Star Wars, Retour vers le futur, Terminator, Jurassic Park, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, The Mask, pour ne citer que ILM, on les aime. Non, c'est naze, on va pas garder ça. Le point commun à toutes ces entreprises créées par Tonton George, c'est qu'elles sont toutes passées par le même endroit, un lieu aussi mythique que le camping des Flots Bleus en France, le Skywalker Ranch. En 1978, Lucas fait l'acquisition d'un terrain et il fait construire un ranch capable d'accueillir les équipes de toutes ces entreprises. Une sorte de campus destiné à la création. George lui-même vient pour y travailler sur ses projets, pour écrire des scénarios. On y trouve aussi de nombreux animaux, un verger, un potager et même un vignoble. Google avant l'heure. Et pour l'anecdote, le Skywalker Ranch se situe sur la Lucas Valley Road, un nom qui n'a pourtant aucun rapport avec lui. Pour finir, est-ce que vous saviez que sans George Lucas, on n'aurait jamais eu Buzz, Woody, Nemo, Flash McQueen ou Rémi le rat? En étant 74 cette année-là, George fonde une entreprise au sein de Lucasfilm, une nouvelle entité baptisée Graphics Group qui travaille à développer l'animation par ordinateur en créant des logiciels pour améliorer une technologie qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. En collaboration avec ILM, la société de George spécialisée en effets spéciaux, ils vont produire des séquences pour des films comme Le Secret de la Pyramide avec le tout premier personnage en CGI de l'histoire, ou encore Star Trek 2. En 86, George n'est pas en très grande forme financière suite à son divorce et à l'échec de Ward le Canard. Il décide donc de revendre Graphics Group, qui n'a pas encore donné son plein rendement. Et c'est un certain Steve Jobs qui va mettre 5 millions de dollars sur la table pour repartir avec l'entreprise, qu'il va alors renommer Pixar. La suite, c'est une autre histoire, et on vous la racontera prochainement. En attendant, merci d'être resté avec nous tout au long de cette vidéo. J'espère que désormais, vous connaîtrez un peu mieux Tonton George au-delà de Star Wars. Rien que pour l'anecdote sur Dick Rivers, avouez que ça valait le coup. Merci à Paul Ducléroir pour l'édito, à Constance Matthews pour la réalisation et le montage. On vous dit à plus sur Allociné.